Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Mais oui, je reçois ce matin le champion des jeux télé, Paul Elkarat, pour un très beau livre. Mais alors, il ne faut pas se fier à la beauté de cette couverture, parce que les histoires que vous y racontez, Paul, sont absolument terrifiantes. Vous qui êtes si sympa, si souriant, d'où ça vous vient cette passion pour les crimes, Paul ? Parce que je suis peut-être pas toujours souriant aussi. mais je trouve vraiment cela intéressant de raconter, de parler de ce sujet. C'est vraiment une symptomatique d'une époque, d'un contexte. La psychologie de l'individu dans la période dans laquelle il a évolué, voilà. Oui, parce que c'est lié à votre passion pour l'histoire. Oui, exactement. Et franchement, je pense que tous ces individus, quoi qu'on puisse en dire, même s'ils ont été d'abjects personnages, sont aussi les victimes, on va dire, d'un écrasement politique, en tout cas le reflet d'une époque, social et économique, qui sont assez importants. Et donc j'avais envie de souligner ça plutôt que l'aspect purement sanglant, morbide, etc. Ouais. Voilà. Donc vous aviez fait un premier volume qui s'appelait Crimes et mystères de Paris. Oui. Là, vous nous faites voyager dans toutes les régions de France pour découvrir 40 des plus grands crimes et mystères qui ont jalonné donc l'histoire de notre pays. C'est ça la différence avec, par exemple, les histoires que peut nous raconter Christophe Ondelat ou avant lui Pierre Bellemare. Vous remontez ou Jacques Pradel. Vous remontez très loin dans le temps, en fait. Oui. Moi, c'est ce que je préfère. C'est-à-dire qu'il y a une certitude de prescription déjà, c'est pas mal. Et puis surtout, c'est plus on remonte le temps, moins c'est connu, documenté, médiatisé. Et j'aime bien un peu ce qui est assez obscur et peu connu. Ouais. Et ça permet justement un nouveau regard, une nouvelle vision sur l'histoire sur l'histoire de France et sur l'histoire du crime. Voilà. Donc ça se déroule entre les guerres de religion, ça va jusqu'au XXe siècle, partout en France, et chaque crime correspond vraiment à un événement historique. Comme je vous sais imbattable sur les dates, si je vous dis par exemple 24 mars 1796 à Lyon. Oui, la malle le courrier, la malle du courrier de Lyon. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est une erreur judiciaire. Oui, principalement, même s'il y a des coupables qui ont été châtiés. Il est vrai que le principal intéressé, qui est Joseph Le Sur, qui a été condamné par erreur, malgré le fait que son propre collègue lui ait dit au juge qu'il était innocent des crimes qu'on l'imputait. Et c'est vrai, être exécuté à 33 ans, c'est difficile, en laissant une famille. Et puis après, il y aura l'ouverture d'un deuxième procès où il sera réhabilité, mais on va dire et ça que fait toujours débat parmi les historiens aujourd'hui. Oh oui, mais c'est une grossière erreur de jugement, on va dire. Il y avait le désir d'immédiatement punir possiblement des gens qui avaient attrait qui avaient possiblement des intérêts qui étaient sur les lieux au moment de la tragédie. Et ça a été le cas de 6 accusés au moins, et parmi eux un innocent. Donc Et alors à chaque fois vous faites le parallèle entre cette histoire et ce qui se passait à ce moment-là en France. Alors qu'est-ce qui se passait à ce moment-là en France ? Oh, c'est le Directoire. C'est le Directoire qui a succédé à la Terreur, une période de troubles révolutionnaires assez important. C'est vrai que on essaie de se reconstruire. La politique est assez mitigée, le peuple est en colère, et donc il y a de plus en plus de groupes armés, de groupes criminels qui se permettent de faire des rapts, des vols. Des chauffeurs qui écument les régions pour soutirer les biens personnels de grands propriétaires, de bourgeois, etc. Ou même de gens plus riches. Et ça malheureusement, pour endiguer le flot continu d'actes de vandalisme et d'actes criminels, c'est assez difficile, surtout dans les campagnes françaises, en province, loin de Paris. C'est ça, parce que vos histoires, elles sont classées par grandes régions. Oui. Et alors j'ai découvert, Paul Elkarat, que votre région de naissance, donc l'Auvergne-Rhône-Alpes, oui, François Rollin, oui, bien sûr, elle regorgeait d'assassins
assassins en tout genre. Oui, vous pourriez faire un 3e tome juste sur votre région même. Oui, calmez-vous quand même. Mais Elle est grande en même temps. Oui, c'est une grande région déjà, l'une des plus peuplées. Puis surtout, évidemment que comme je suis de là-bas, comme ça fait 10 ans que j'y habite, j'ai trouvé beaucoup de choses à raconter. Et puis en effet, il y en a une qui m'a scotché, qui sort un peu du lot, c'est Joseph Vacher, surnommé le Jack l'éventreur du Sud-Est. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Non, je ne connais pas cette histoire. Lui, il s'en prenait à des bergers et des bergères, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pour simplement les dépouiller, mais surtout, je pense, pour le plaisir sadique d'assassiner des pauvres personnes. Mais cet individu-là, qui avait des problèmes psychologiques, a été réformé de l'armée pour ça. Il avait été blessé d'ailleurs accidentellement. On se demande si cette blessure à la tête lui a pas causé quelques troubles supplémentaires au niveau psychique, mais en tout cas pendant 3 ans il a écumé les régions de la Haute-Provence, la Drôme, l'Isère, etc. Et il a assassiné en grande partie des bergers-bergères qui gardaient les troupeaux, donc des mineurs. Donc ça a été assez terrible. Et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi spécifiquement des bergers, des bergères ? Franchement, honnêtement, la raison pour laquelle il a assassiné, il y a une certaine cupidité et un certain plaisir aussi. On va pas se le cacher. Est-ce que vous avez noté, Paul Elkarat, en faisant ce livre, une évolution des crimes à travers l'histoire, à travers les époques politiques et sociétales ? Une évolution, je pense que on est dans une période où il va être de plus en plus compliqué, voire infaisable d'avoir affaire à des tueurs en série dans le monde du fait de la résolution des enquêtes, du fait de cette incroyable outil qui est l'outil technologique, et donc il est beaucoup plus compliqué de ne point confondre un criminel, encore plus s'il tue à intervalles réguliers ou irréguliers. Donc non, ça devient de plus en plus compliqué, et puis c'est forcément plus aisé d'analyser un peu tout ce qui se déroule dans le monde, tous les détails sordides, et donc je pense que ça va être quasiment infaisable à l'avenir, sauf évidemment dans des États un peu moins développés, mais dans des pays comme la France et les États-Unis, je pense qu'il y a une certaine avancée qui ne permet plus ce genre d'acte rester impuni de crimes en série, si on remonte le temps, ne serait-ce qu'il y a 50 ans, quoi. Et puis alors il y en a un, c'est peut-être le pire de votre livre, c'est le loup-garou de Franche-Comté. Le nom est pas mal déjà. Le loup-garou de Franche-Comté. Là on est en 1572 près de Dole. Plusieurs enfants sont retrouvés dépecés, dévorés. Alors la population est terrorisée, elle pense que c'est l'œuvre d'une créature monstrueuse. Et en fait, à l'époque, les gens y croyaient vraiment que cette personne, donc c'est Garnier, c'est ça, il s'appelle ? Oui, Gilles Garnier. Il s'était transformé en loup-garou, parce qu'il faut expliquer, et c'est là où je trouve c'est intéressant votre livre, c'est que vous expliquez qu'on est en pleine guerre de religion, et à ce moment-là, on pouvait croire à ce genre de choses, parce qu'on disait, mais c'est parce qu'il a quitté le catholicisme, alors du coup, il s'est transformé en loup-garou, quoi. Oui, après, c'est vrai que même au plus fort des guerres de religion, je pense que avant cela et après cela, je pense que du 15e jusqu'au 18e siècle, je pense que la chasse aux sorcières est quand même quelque chose d'assez important. L'Église quand même domine outrageusement les débats, logiquement religieux, politiques, économiques d'un pays. Et c'est vrai que à chaque fois qu'il y a un acte dit monstrueux, on se dit que c'est l'œuvre du diable, de Satan, etc. De quelqu'un qui s'est détourné de Dieu. Mais là, en l'occurrence, pour cet ermite qui est Gilles Garnier, on a vraiment eu l'impression qu'un lycanthrope, donc un loup-garou, s'était réveillé, beaucoup plus gros qu'un simple chien ou qu'un loup, et qui s'est mis à littéralement dévorer, dépecer, éventrer tout un tas d'individus, que ça peut aller de l'enfant à l'adulte à un âge assez important. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui tuait, qui se délectait, qui mangeait sa victime, quoi. C'était vraiment extrêmement sauvage, dur, sordide, ouais. Et puis au final, on a réussi à l'attraper, parce que il a été justement arrêté dans une de ses entreprises par des paysans, les laboureurs qui passaient par là. Et donc ça, à ce moment-là, il y avait plus l'ombre d'un doute, surtout qu'après, évidemment, après sa condamnation, ça s'est arrêté.
Crimes et mystères de France. C'est disponible aux éditions HarperCollins, le nouveau livre de Paul Elkarat. Il est magnifique. Dans un instant, avant de recevoir Gauthier Capuçon, on va faire un tour dans votre histoire aussi, Paul, avec votre portrait sonore qui arrive.